Si, je veux bien vous présenter Alexandre Tourmarin, professeur à l'INALCO, spécialiste de la fin de l'Empire romain. Voilà, c'est ça, de la fin de l'Empire romain, exactement. Et c'est de la fin de l'Empire romain que je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez sentir la différence avec ce que vous avez entendu juste avant. Voilà. C'était parfait. Oh, d'accord. Je vous remercie. Voilà, toutes mes excuses d'abord pour ne pas vous avoir rejoint plus tôt. J'avais le difficile exercice de faire soutenance de thèse voilà, avant et colloque l'après-midi. Voilà, c'est le capitalisme néolibéral scientifique dans toute sa splendeur. Voilà, je suis très content de voir à la fois des têtes que je connais et puis de nouvelles têtes aussi. Alors, je n'ai pas eu la chance d'écouter la matinée, mais je vais probablement revenir un peu plus sur des aspects historiques, mais pour essayer d'éclairer voilà, des enjeux d'aujourd'hui, en tout cas pour les comprendre. Ce que je me propose de faire, c'est de reprendre, enfin de faire un exercice finalement très simple, de reprendre la biographie, les trajectoires de trois personnages que vous avez certainement entendu parler, qu'on peut qualifier soit de racistes, soit de souverainistes, soit les deux, dans certains cas, on fera la part des choses après, mais certains sont plutôt souverainiste, pas trop raciste, souverainiste raciste. Voilà, ces trois figures sont Soner Polat, sont trois amiraux d'abord de la marine turque. Soner Polat, qui est peut-être le moins connu des trois, mais probablement pas le moins important. Le deuxième, Cem Deniz, qui a été probablement le plus médiatique et le plus médiatisé. Et le troisième, Yahidje, que je passe son nom. Djihad, pardon, Yahidje. Vous allez voir qu'il y a une différence de génération entre les deux premiers et le troisième, mais il y a... si vous voulez, pourquoi j'ai pensé que l'exercice était heuristique? Parce qu'il y a suffisamment d'éléments communs, ou en tout cas d'éléments de croisement entre ces trois biographies pour nous aider à comprendre. Alors, la fabrique de stratèges, peut-être la fabrique de souverainistes et peut-être la fabrique de racistes. Alors, avant de revenir sur ces trois profils, je vais me reporter quelques années en arrière sur un profil que je vous présenterai comme ça en introduction, parce on l'explicitera après, mais parce qu'il posera finalement un certain nombre de caractéristiques qu'on va retrouver chez les trois généraux, chez les trois amiraux, pardon. C'est lui aussi un amiral. Il est décédé depuis longtemps, Sezai Orkun. Et si je vais remonter d'abord dans mon exercice jusqu'aux années 60-70, défaut d'historien, et au contre-amiral Sezai Orkun, né en 1918, donc vous voyez c'est encore une autre génération, et qui avait commencé sa carrière dans la marine en 1932, donc dans la marine de la première période de la République, période kémaliste, période fondatrice. C'est parce que Orkun nous donne finalement l'exemple d'abord d'une crise, une sorte de crise de conscience par rapport, on va le voir, à la question chypriote et aussi à la relation turco-américaine. Nous donne aussi l'exemple de la politisation et de la médiatisation d'un amiral et d'un officier supérieur très important, et ça peut nous servir de piste pour analyser effectivement les trois personnages dont on parlera après. Alors, Sezai Orkun a pris sa retraite de l'armée en 1967, et en 1967 il commence à écrire pour le quotidien Cumhuriyet, puis petit à petit, les pas succédant
les uns aux autres, la notoriété aussi et le réseau devenant probablement plus important, il prend sa carte au parti JEP, il en devient, je dirais, une vitrine militaire, ex-militaire, il y en a encore moins qu'avant, il y a plus de diplomates, et puis il deviendra député d'Istanbul, donc on peut véritablement dire que dans le cas d'Orkun, la politisation a été jusqu'à son terme. Vous verrez que dans les cas des amiraux dont on parle, ce n'est pas tout à fait le cas, ou en tout cas la politisation partisane, pas vraiment. Orkun cofonde un club de réflexion, la Fondation des recherches politiques et sociales, Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, SISAV, et qui est en fait, c'est intéressant, hein, on est dans les années 60-70, qui peut être considéré comme un ancêtre des think tanks politiques apparus en Turquie à partir des années 90, sauf qu'il n'y a pas de solution de continuité, hein, vous avez un trou de 20 ans, 25 ans, et puis bah voilà, après on a le paysage, plus ou moins le paysage qu'on connaît, enfin il a un peu changé, mais qu'on connaît aujourd'hui. Alors Orkun, là je vais faire un retour en arrière par rapport à ce basculement de 1967. Orkun a été à la tête de 1964 à 1966 de la direction du renseignement militaire de l'état-major turc, et on comprend finalement de sa parole publique postérieure que cette période a été une période de crise personnelle, mais j'ai envie de dire de crise au sommet de la bureaucratie militaire et civile, autour de la crise chypriote de 63-64, et qui va, à mon avis, hein, s'il fallait chercher une généalogie au souverainisme d'aujourd'hui, qui va fabriquer en quelque sorte les ancêtres des générations de ces amiraux. La fonction, je dirais la critique de l'alliance turco-américaine, on la connaît d'abord des discours publics de Orkun, mais on la connaît aussi de ses publications. Disons qu'entre 70 et 78, il va publier des articles, mais aussi 2 livres. En 70, avec une audience relativement restreinte, un livre qui a le titre NATO Uvenlik, donc l'OTAN et la sécurité nationale, dans, je dirais, des éditions social-démocrates. Ça le classe aussi politiquement. Vous voyez, c'est pas un souverainiste de droite à l'époque. D'ailleurs, le souverainisme est-il de droite, ou le national-souverainisme est-il de droite, c'est encore un autre débat. Et puis surtout, et c'est le livre important, en 78, il publie Türkiye ABD Askeri İlişkileri aux éditions de Milliyet, donc du groupe de presse Milliyet. Alors là, c'est un tir à boulet rouge sur je dirais, les effets pervers de la relation turco-américaine au niveau militaire. Et j'ai envie de dire, Orkun, vu ce que je vous ai précisé auparavant, savait de quoi il parlait. Alors, ce qui est frappant, indépendamment de la trajectoire que j'ai esquissée, c'est que, vous voyez, le moment fondateur est un moment chypriote. Et vous allez voir, le lien entre tous ces hommes, c'est que ce n'est pas la même période, ce n'est pas forcément les mêmes événements, c'est quelquefois le souvenir des mêmes événements, mais c'est toujours Chypre qui va les mobiliser et qui va les politiser. Et on va retrouver finalement, je reviendrai peut-être sur cette idée en conclusion, à la fois dans les formations, les expériences, les fonctions, toujours une sensibilité à la question chypriote. Ça commence donc dans les années 60, comme commencent les grandes crises autour de Chypre turco-américaine en 63-64. Alors c'était un peu une figure qui me servait à introduire donc les amiraux dont je vais parler maintenant. En fait, ces amiraux vont apparaître, et je vais expliquer pourquoi et dans quel sens j'utilise le terme, comme des stratèges, j'ai envie de dire de véritables stratèges, et en ce sens, on peut les opposer
à un paysage, et un paysage médiatique, audiovisuel, auquel on a pu se familiariser en Turquie dans les années 90, et qui était, dans le cadre de la lutte contre le PKK cette fois, on ne parlait pas de la question chypriote, et en particulier des opérations turques en Irak du Nord, l'apparition à la télévision de la figure de l'expert militaire, Uzman. Alors Uzman n'était pas forcément un ex-général à la retraite. Il y avait bien évidemment des civils travaillant dans des think tanks, il y avait des universitaires, spécialistes en général des questions de terrorisme, de sécurité, mais on a vu apparaître à l'époque, et je me rappelle moi-même avoir vu ces visages à la télévision, des généraux à la retraite, le plus souvent des terriens, jamais des amiraux, expliquer à leur manière la réalité et les enjeux des combats qui intervenaient à l'époque. Alors, c'est la différence, si vous voulez, avec les trois personnages dont je vais parler, c'est que ceux-là sont de véritables stratèges, et j'ai envie de dire, ils le sont professionnellement, ils le sont dans les trajectoires et dans les fonctions qu'ils ont occupées à l'intérieur de la marine et à l'intérieur de l'état-major. Alors ils partagent effectivement plusieurs points communs, on va les reprendre, vous allez voir, ce sont des officiers au départ qui sont formés dans le système atlantiste. Ce sont, je dirais, des enfants sincères de l'armée, enfin disons de la composante atlantiste. Ils en ont... comment dire, ils en ont reçu les bénéfices en termes de formation, en termes de carrière, et j'ai envie de dire que rien au début de leur trajectoire ne peut laisser penser à la rupture qui va intervenir ensuite. Ils ont été, vous le verrez quand je les reprendrai les uns après les autres, en particulier dans leur fonction au sein de la marine, au cœur de l'élaboration de la stratégie de cette arme. Ils en ont dirigé les départements, les directions, où ils les ont chapeautés au moins. Et puis, concernant leur médiatisation et leur politisation, c'est le milieu éditorial souverainiste et eurasiste qui leur a donné enfin un accès à un large public et qui a fait d'eux des personnalités connues. Alors... Attention au temps. Oui, dites-moi combien de... Il nous reste 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes, alors je vais faire bref. Soner, Polat et Cem Gürdenis sont nés la même année, en 58, ils sont scolarisés en même temps. Ils sont diplômés de l'école navale en même temps en 79. Polat, après avoir exercé un commandement sur plusieurs navires de guerre, a travaillé à l'état-major général, donc pas seulement dans la marine, a occupé des fonctions de renseignement militaire, et puis, alors je passe sur des moments souvent en Italie, dans le cadre de Polat, dans des institutions qui sont des institutions de l'OTAN. Il est amené à prendre la direction du renseignement militaire de la marine, puis du renseignement militaire, mais pour tout l'état-major. Il est diplômé du collège de défense de l'OTAN, qui est situé donc à Rome, qui a été créé au début des années 50, et il finit donc sa carrière par un dernier poste de 2009 à 2011 à la tête de la direction logistique de la marine. Alors plus dans des questions stratégiques, mais disons, si vous regardez l'organigramme je dirais à la fois de la marine et de l'état-major, vous verrez que ça dialogue avec la planification, plan de lama au sens turc, et avec la stratégie, avant en 2011 d'être arrêté et condamné à la prison dans le cadre du procès Balioz. Alors dans le cadre de Gürdenis, j'ai envie de dire, vous retrouvez un officier OTAN, passé lui par le Naval Postgraduate School, donc université entre guillemets de la marine américaine et atlantique. Lui, il séjourne au début des années 80, envoyé en 91 au grand QG des puissances alliées en Europe, le fameux SHEP, en Belgique, et donc une progression de carrière assez rapide qui va le conduire à la tête du département stratégique de la direction des plans et principes, donc 2003-2004. Je reviendrai sur ce segment 2003-2004,
il est très crucial. Direction qu'il va commander ensuite, 2007-2005, puis à nouveau 2009-2011, qui va chapeauter plutôt en ayant une direction plus générale, mais qui englobe ce secteur. Donc en fait, Gurdenis est à la tête de la stratégie dans des années cruciales où l'AKP défend le plan Annan de réunification des deux parties de l'île de Chypre, plan auquel non seulement les marins, mais l'armée turque est opposée à l'époque. Je vous rappelle que le chef d'état-major, le chef de la marine de l'époque, Özden Örnek, accusé par les médias en 2007 de tentative, enfin pas seul, mais de tentative de participer à une tentative de déstabilisation du gouvernement, sera lui aussi jugé et emprisonné. Alors donc des officiers atlantistes et dans les deux cas, finalement comme avec Orkun plusieurs dizaines d'années avant, semble-t-il une crise de confiance liée à la question chypriote, ou plutôt une mémoire de la question chypriote. Vous voyez, ils se retrouvent dans des positions importantes dans les années 80, l'intervention à Chypre c'est 74, donc vous allez me dire le timing n'est pas bon, mais si vous comparez par exemple avec les amiraux à la retraite qui ont signé en avril 1920 ce fameux texte, ce communiqué dénonçant la construction de Canal Istanbul, rappelant leur attachement à la Convention de Montreux, vous retrouvez des gens qui d'ailleurs font mention de l'intervention à Chypre de 74, intervention qui se déroule au moment où ils sont tous étudiants dans des lycées militaires. Et quand vous lisez les mémoires, alors ces trois-là n'ont pas écrit leurs mémoires, mais on a des mémoires ou des textes plus courts qui valent mémoire, racontant les carrières et la formation de ces militaires, vous vous rendez compte que dans ces années de lycée militaire et d'école navale, s'est jouée la construction finalement de cet objet chypriote qui va les lier à la génération précédente et qui va provoquer chez eux une prise de distance très forte vis-à-vis des... Le temps est écoulé. Alors je vais résumer en une ou deux minutes les éléments suivants. Une c'est mieux, hein, on est d'accord. Médiatisation et politisation, elle se passe essentiellement à travers le réseau lié donc à une composante bruyante, mais finalement peut-être pas la plus importante du mouvement souverainiste et des eurasistes en particulier, celle de Doğu Perinçek, du journal Aydınlık et des éditions Kaynak, où l'un va publier, il s'agit de Sonar Polat, Gurdenis, lui, par contre, sera sur une ligne, on va dire, plus... moins eurasiste et plus souverainiste, s'il fallait équilibrer les deux. En un mot, comment Jahidje se retrouve dans cet ensemble, lui qui est né en 1966, donc plus jeune que nos deux personnages, qui n'a pas été jugé et condamné dans le cadre du procès Balioz, mais qui a été à la direction de la stratégie de la marine lui aussi, et qui conteste à Gurdenis la position de grand stratège de la théorie de la patrie bleue, et enfin, bon, vous avez dû parler de tout ça ce matin. Finalement, vous voyez, on a plusieurs générations, mais, ou en tout cas des hommes qui ne sont pas nés, qui n'ont pas eu la même expérience de l'institution militaire, qui n'ont pas été socialisés de la même manière, mais pour qui l'expérience chypriote, ou simplement la mémoire de cette expérience chypriote, est centrale et explique leur engagement politique. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Un petit peu quand même, voilà. Mes excuses. Alors merci Alexandre, c'était particulièrement riche cette incursion dans l'amirauté turque. La question que je poserais, c'est quand même le mystère un peu de tout ça, c'est qu'on parle beaucoup donc, depuis ce matin du courant eurasien, le courant
et puis on n'arrive pas à comprendre comment ils s'articulent, parce qu'on a l'impression que c'est quand même très marginal, comme vous l'avez souligné aussi pour Perinček, qui est le grand... Donc Perinček, je veux dire, il a un parti qui doit récolter, je ne sais pas combien, mais... 1,5, Oui, 1,05. C'est moins de 1%. Moins de 1% maintenant. 0, quelque chose. Dans les grandes jours. Donc comment, d'où il tire sa force? Est-ce que c'est des réseaux? Est-ce que c'est... de comment force. ça- Mais des tout petits résultats électoraux ne veulent pas dire que vous ne puissiez pas avoir un impact en géopolitique particulièrement, Oui. sur quelque chose qui n'a rien à voir. Mais vous prenez les résultats des nationalistes basques, hein, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est honnêtement dérisoire. Oui. Mais le bruit qu'ils arrivent à faire D'accord. et les menaces qu'ils arrivent à susciter n'ont rien à voir avec leurs résultats électoraux. Donc il ne faut pas se laisser, j'allais dire, trop rassurer en disant électoralement, mais Oui, c'est franchement rien. Mais parce que c'est pas forcément là que ça se passe. Et vous pouvez avoir, comme vous l'avez dit, dans la mesure où ils ont une caisse de résonance éditoriale, si j'ai bien suivi, même si ça ne s'enclenche pas dans des élections qui sont dans un moment particulier où va se jouer l'exercice du pouvoir réellement, mais qui dans les représentations peut être extrêmement mobilisatrice et avoir des conséquences postérieures sur celui qui dirige. En fait, effectivement, Perinček ne représente rien. Et puis, enfin, c'est une vieille baderne de la politique turque depuis les années 60. Il est faisandé maintenant. Mais, enfin, c'est tout le respect que je dois lui témoigner. Mais qu'est-ce que c'est quand vous n'avez pas de respect? Si j'avais eu 30 minutes, vous l'auriez su. En fait, on parlait tout à l'heure des relations turco-russes, mais c'est un bon test de ce que représente vraiment Doğu Perinček. Est-ce que la Turquie a besoin de l'intermédiation de Doğu Perinček pour régler les crises turco-russes, l'avion abattu, l'ambassadeur? Non, jamais. Dans quel cadre Doğu Perinček intervient? D'abord tout seul, parce qu'il n'a pas besoin qu'on le motive pour intervenir, et qu'il a derrière lui effectivement un milieu largement composé de militaires, de familles de militaires à la retraite, de bureaucrates aussi, mais il est surtout mis en valeur du côté russe quand il faut trouver un interlocuteur turc et dire, ben, vous voyez quelqu'un qui dénonce les méfaits de l'atlantisme. Alors avec Doğu Perinček c'est pas difficile, c'est un sport auquel il se livre depuis les années 60, mais il est instrumentalisé du côté russe, il ne l'est pas du côté turc, on n'en a pas besoin pour le dire autrement, mais de toute façon ce que j'ai surtout cherché à souligner ici, c'est comment pour ces généraux, vous parliez de caisse de résonance, c'est ce petit mouvement eurasiste de Perinček qui peut représenter une caisse de résonance. Pensez que quelqu'un comme Soner Polat, qui meurt en 2019, publie 650 articles dans Aydınlık. Alors tout le monde lit pas Aydınlık, mais enfin, bon. oui, sauf que voilà, il est dans le débat public, il existe. Ce matin, Dorothée avait posé la question que je trouve, la formulation appropriée, c'est dans quelle mesure ce courant arrive à structurer la politique turque. Il n'y a rien qui se coagule autour de ça. Il n'y a rien qui se dépose comme un courant, comme une force politique autour de ça. Il ne coagule pas, mais il y a une convergence. Depuis 2015, elle est claire, il y a une convergence autour d'une politique étrangère, plus agressive, au-delà des frontières, avec des... Enfin, là, vous avez certainement parlé de ça. Mais ça, c'est plus Perinček, là. Oui, mais c'est le nom de la... Enfin, c'est plus les personnages dont tu as parlé, là. Oui, mais quand on parlait tout à l'heure de la Syrie, finalement, qu'est-ce qui fait la convergence objective entre effectivement des Russes et des Turcs qui par ailleurs n'ont aucune raison de s'entendre en Syrie. C'est tout simplement, et Astana le montre, c'est que le gain essentiel, c'est d'écarter les Américains, les Occidentaux d'une solution politique. Ça suffit aux Turcs, ça suffit aux Russes.
Depuis 2015, ça n'a pas bougé, mais d'un mètre. Je voulais juste ajouter 2 petites choses par rapport à ça. Parmi les noms cités, si je ne me trompe pas, Gurdenis a la particularité d'être le seul à se revendiquer ouvertement de l'eurasisme. Il ne le crie pas haut et fort, mais quand moi je l'ai rencontré pour un entretien là, cet été, et je lui ai posé la question, alors, êtes-vous eurasiste? Et si oui, comment vous le définissez? Il a fait une définition très kémaliste en ajoutant justement la défense des intérêts, notamment maritimes de la Turquie de façon agressive, etc. Et en ajoutant, si l'eurasisme c'est ça, alors je suis un Oui, mais ça c'est une définition turc. par défaut. Exactement. Tu vois, et lorsque je l'ai interrogé sur le Perinček et compagnie, il a dit, j'avais besoin de vitrines. Et donc, le problème, c'est que nous, comment on définit un raciste derrière? Est-ce que selon notre définition, le racisme, c'est celui de Perinček parce que lui, il revendique ce terme, ou alors nous, on est censé se caler sur la politique qu'on observe et qui défend le plus cette idéologie? Vous êtes sur les deux. Oui, c'est ça. Nécessairement, vous êtes sur les deux. Vous êtes obligé de tenir compte des représentations. Exactement. Quand on parle de l'eurasisme, comme vous devez regarder comment se passe la politique dans les faits. Vous n'avez, d'une certaine façon, pas à choisir. Bien sûr. De toute façon, il y a d'autres eurasistes. Enfin, je vous en avais parlé ce matin, je lis des petites interventions, que celui. Enfin, moi, je pense au bouquin de Özgür Tüfekçi sur les types de racisme. On voit que finalement, l'option idéologique que représente Perinček, c'est un eurasisme possible parmi d'autres, et que quelque part, on peut même dire que la politique de Zal, dans une version plus irénique, où la Turquie a porté la démocratie à l'ex-espace soviétique, est une forme de racisme. Il y a des chercheurs sérieux qui pensent que Davutoğlu, c'est une forme de racisme. Non, oui. Moi, je ne partage pas ça, mais... Mais le racisme étant une représentation, Oui. c'est une construction, c'est une représentation. À partir de ce moment-là, en fonction de ce que vous projetez, de vos propres intérêts, de votre propre lecture, vous allez avoir des définitions de racisme. Vous avez bien des définitions aussi d'Occident, ou de l'orientalisme, ou de ce que vous voudrez. Ce sont des constructions qui apparaissent à certains moments donnés dans des rapports de force où on a l'utilité, si vous voulez, de faire apparaître ce genre de représentation, que je n'appellerais pas tout à fait un concept, mais elles fonctionnent. Donc elles vont avoir une diversité qui sera liée aux origines, par exemple, du circuit de la biographie militaire des amiraux que vous avez évoqué, avec ce moment pour vous fondateur qui est la question chypriote. Ça pourra être autre chose pour d'autres. Un mot sur Perinček. Il y a une demande de Vas-y. Justement, j'allais en fait un peu vous faire une passe. C'est que je pense que M. Insel est le mieux placé parmi beaucoup de gens ici. Un impact invisible de Perinček qui va bien au-delà de son score électoral ni sa visibilité médiatique, c'est ces liens qu'on ne peut jamais ouvertement prouver, qui sont toujours opaques, avec justement ce fameux état profond, et notamment les renseignements. Et c'est quelque chose qui est dit depuis les années 60, et tout le monde le sait, mais personne ne le clame. Moi, je pense que ça va au-delà du mythe, sur plusieurs aspects. Mais encore une fois, je ne vais pas être celui... Le mot est bien choisi, mais je ne serai sûrement pas celui qui je ne mouillerai pas en affirmant avec certitude, mais je veux dire, je pense que... Il se fait quand même un peu plus... Enfin, c'est la grenouille qui se fait le bœuf, quand même. Oui. Moi, je l'appelle le desperado de la politique turque. Ça vous va, ça? Oui, c'est... Desperado. C'est un peu qui ne s'épuise pas. Oui. C'est comme le lapin du Racel, il se remonte. Il se reprend tout seul. Juste un mot sur j'ai une Vas-y, question là. Par rapport à 3 personnages que tu as cités, là, César Yorkunt et les 2 plus jeunes, est-ce qu'on peut ajouter dans ton typologie ou dans ta chronologie un personnage intermédiaire qui me paraît important, c'est Güvener Kaya, qui est vraiment le passage entre César Yorkunt et les autres, parce que les années 90, c'est d'abord quelque chose d'important. Je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus pourquoi particulièrement la marine. Il y a eu cette concentration dans la marine particulièrement. C'est probablement pour la question chypriote, évidemment, encore une fois. Moi, c'est mon hypothèse. Et la question des jets. Et puis une division du travail à l'intérieur des armes. C'est-à-dire, c'est les marins qui sont censés préparer
le coup d'État. D'ailleurs, quand vous regardez le procès Balioz, C'est ça. vous regardez par armes les gens qui ont été arrêtés, En emprisonnés. 70, c'était pareil. Ah oui. C'est des marins. 1970, La majorité, c'est des marins. Le coup d'État de 70. Et Et en 2016 aussi, d'ailleurs, c'est la marine qui trinque. c'est la marine qui trinque. Voilà, si on fait des statistiques, c'est la marine qui trinque le plus. Ouais. Il y a un turnover des amiraux qui est complètement C'est Ça, délirant. ça ne dit mais- pas pourquoi. Oui. Oui, ça ne dit pas pourquoi. la marine. Il y a la réponse Ah ben- de Gurdenis à ça, si vous voulez. Pardon? Les caractéristiques de la formation au sein des Oui. écoles. Voilà, Oui, il faut c'est ça. chercher là-dedans. oui. Ah oui. Gurdenis aussi répond de la même manière. Il dit que une des particularités de la marine, contrairement aux deux autres corps de l'armée, c'est que c'est là-dedans où vous trouverez le moins d'officiers qui soient anti-russes. Et il explique, lui, ça par plus de modernisme, une meilleure éducation, et en étant, je le cite, on est de gauche dans la marine. On est plus de gauche. On est plus de gauche dans Ça la vaut ce que ça vaut, Ça mais vaut ce que ça vaut. Oui, Ouais. parce que Mais c'est pas systématique. Est-ce que dans les entretiens, est-ce que les généraux en question, il y a un autre aussi, celui qui a inventé Mahavivatan, l'autre qui... Gurdenis, oui. il en a parlé. Non, Jem, il y a un autre. Yaïdjus, Yaïdje. le plus jeune, hein. Oui. Tu peux retirer ton masque quand tu parles. Oui, d'accord. Est-ce que leur positionnement, Alijan, si tu as posé des questions, peut-être Alexandre, est-ce que si on leur pose la question, leur position par rapport à l'adhésion en tant que membre, non pas observateur, mais membre à part entière de la Turquie à la coopération de Shanghai, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je crois qu'il y a une différence. De toute façon, Gurdenis ou Polat parlaient très peu de la Chine. Je vous prenez leur livre, vous faites une recherche lexicologique, le mot Chine n'apparaît quasiment pas. La Russie un petit peu, mais pas tant que ça. Alors après, il n'y a pas que les Mais la livres, il n'y a pas Chine que les avait- articles. Alors que vous regardez le mouvement de Perinchek, chaque année, il fait des universités d'été à Pékin. Mais bon, un vieux maoïste reconverti dans le... Ouais, voilà, c'est ça ça. il y a une cohérence, au moins dans le parcours politique et idéologique. Mais par exemple, Gurdenis, tout philo russe qui puisse s'afficher, quand on lui dit, mais il va donner sa définition du Mahavivatan, tac, 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 les 5 points, et puis on lui dit, non mais, et alors, et un peu plus. Et puis à ce moment-là, il va se bloquer, il va dire, mais c'est pas compliqué. Le Mahavivatan, c'est la maritimisation du Misaki Mili. Oui. Et voilà. Et du coup, là, on voit vraiment à la fois la convergence, et on voit aussi par quel biais la présidence Erdogan pouvait récupérer Exactement. la doctrine souverainiste. Le Misaki Mili, ça ne... Erdogan ne parle que de ça, il n'est pas le premier, mais enfin, c'était sa manière de récupérer donc effectivement un corps doctrinal ou stratégique qu'il n'avait pas défini.